La méningite est une inflammation des méninges, des membranes qui entourent notre cerveau et la moelle épinière. Elle est causée par plusieurs germes comprenant les virus, les bactéries, les parasites, etc. Ces méningites virales sont les plus souvent bénignes. Cependant, les méningites bactériennes sont beaucoup plus graves, pouvant entraîner le décès ou d'importantes séquelles. Elles nécessitent un traitement en urgence de la personne infectée et parfois de son entourage. La méningite à méningocoque est associée à un fort taux de létalité, jusqu'à 50%, lorsqu'elle n'est pas traitée et à une fréquence élevée, supérieure à 10% des séquelles sévères. La méningite à méningocoque est observée partout dans le monde, mais c'est dans la ceinture de la méningite qui s'étend en Afrique subsaharienne, du Sénégal à l'ouest jusqu'à l'Éthiopie à l'est, que le fardeau de la maladie est le plus lourd. Environ 30 000 cas sont encore signalés chaque année dans cette zone. Depuis le début de cette année 2019, le Burkina Faso est frappé par une flambée de cas de méningite dans les régions de l'Est et du Sud-Ouest. Un nombre élevé de décès a par ailleurs été signalé en fin janvier 2019 à l'Est au district sanitaire de Diapaga. Au niveau de ce district, une de ces zones qui est entrée en épidémie a bénéficié d'une vaccination réactive avec le vaccin tétravalent. La méningite est une préoccupation pour les populations et les autorités sanitaires. Quelle est la situation actuelle de la méningite dans notre pays? Quelles sont les dispositions prises pour contenir l'épidémie afin qu'elle ne se propage dans d'autres régions? Quelles sont les mesures de protection individuelle ou collective à observer? Pour répondre à ces différentes questions et à bien d'autres, je reçois pour vous Dr Landaogo Suntonoma Lionel Wilfried Ouedraogo. Il est le directeur de la protection de la santé et de la population. Professeur Mamoudou Savadogo, il est agrégé en maladies infectieuses et au service des maladies infectieuses au CHU Yalgado Ouedraogo. Docteur Madibele Kam, il est pédiatre au Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle. Et puis, professeur Mamoudou Sanou, il est agrégé en bactériologie et virologie et il est au laboratoire national de référence méningite du Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle. Bonsoir, monsieur, et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous suivre, participer à votre émission en appelant au 25 40 79 03. Docteur Ouedraogo, quel est l'état actuel de la méningite au jour d'aujourd'hui? Okay. Bonsoir et merci de nous donner l'occasion de pouvoir nous exprimer. Et effectivement, l'année calendaire est divisée en 52 semaines et nous sommes actuellement dans la 12e semaine de l'année. Mais quand on voit en arrière nos surveillances, depuis la semaine numéro 5, nous avons constaté des flambées dans le dysenterie de l'Est. Mais actuellement, nous allons boucler la semaine numéro 11, qui est finie le dimanche dernier, dimanche 17. Nous avons des flambées de cas de méningite au district sanitaire de Diapaga, mais également dans les districts du centre-sud, particulièrement à Gawa, Dano et Batié. Et quand nous regardons en termes de zone de surveillance, nous avons plus de cas dans la zone numéro 2 de Diapaga, qui nous fait penser à une épidémie, parce qu'il y a plus de 10 cas pour 100 000 habitants en une semaine. Au niveau des centres de Gawa, Dano et Batié, c'est juste des alertes, parce qu'ils ont plus de 3 cas pour 100 000 habitants en une semaine. Parlez-nous des différents types de méningite et leurs causes, professeur Savadogo. Merci, madame. Concernant la méningite, on distingue les méningites infectieuses des méningites non infectieuses, comme celles dues au cancer et autres pathologies qui vont induire une réaction au niveau du liquide cérébrospinal. Maintenant, ce qui nous intéresse ce soir, il s'agit des méningites infectieuses. Et les méningites infectieuses sont dues à 4 grands groupes nosologiques, qu'on peut le dire. Il y a les bactéries qui donnent des méningites bactériennes, il y a les virus qui donnent des méningites virales, il y a les parasites qui peuvent donner des méningites parasitaires, il y a les levures ou encore appelés champignons qui donnent des méningites mycosiques. Donc les causes de facto sont déjà dressées ainsi. Voilà. La flambée actuelle concerne quel type de méningite, docteur Ouedraogo? Alors, il faut dire qu'avec les prélèvements faits au niveau des fonds sanitaires, renvoyés au niveau du laboratoire des différents CMA
aussi que des chercheurs. Et ensuite, au niveau du labo national de référence, Charles de Gaulle, mais également Centre Muraz à Bobo, on peut déterminer le type de germe en cause. Au niveau de la région de l'Est, c'est le méningo et c'est le groupe C qui est en cause. Au niveau de la région du Sud-Ouest, que ce soit à Dano, à Batié et également à Gawa, c'est le pneumocoque qui est ici incriminé. Docteur Kam, quels sont les signes cliniques de la méningite? Merci. Pour ce qui concerne les signes cliniques, surtout chez l'enfant, chez le nouveau-né, nous avons des signes qui sont peu spécifiques. Donc, ce qui fait la difficulté dans le cas du diagnostic de la maladie. Cependant, on peut noter que la fièvre est quasi constante. Et en ce qui concerne justement les signes physiques, nous retrouvons chez ces nouveau-nés une hypotonie axiale. Et donc, ça oriente le médecin. En français facile, nous avons la nuque qui est molle, ainsi que la colonne vertébrale que l'enfant ne tient plus. Donc, ça, c'est ce que nous avons sur le plan clinique. Et sur le plan général, nous avons un certain nombre de signes qui sont retrouvés qu'on appelle les signes méningés. Et chez le nouveau-né, on va se rendre compte que nous avons des signes à type de troubles de la conscience. Donc, ça peut aller de la somnolence jusqu'au coma. Nous avons également des convulsions qu'on peut retrouver. Et ça, c'est des signes qui peuvent orienter. En dehors de ça, pour ajouter peut-être pour les signes physiques, il y a également la fontanelle qui peut bomber et qui peut orienter chez le nouveau-né. Par contre, chez le nourrisson, les signes sont un peu plus présents. Il y a toujours la fièvre comme signe généraux. Et sur les signes méningés, c'est un peu plus prononcé parfois, avec des vomissements qui sont faciles à jet, qu'on peut retrouver, avec des céphalées, mais l'enfant, lui, va manifester ça avec des pleurs incessants. Nous avons une irritabilité que nous pouvons trouver. Chez lui, il faut chercher les signes physiques en dehors des pleurs, où nous pouvons trouver la fontanelle qui a une tension également. Donc, on a parfois des raideurs méningées chez le nourrisson, mais c'est beaucoup rare et beaucoup plus remplacé par justement la nuque molle. Donc, tout ceci rend difficile le diagnostic. Alors, ce qu'on peut retenir globalement, c'est que pendant ces périodes, tout nourrisson ou nouveau-né qui va mal et qui fait la fièvre mérite d'être consulté par un médecin. Le grand enfant, par contre, lui, il a des signes qui s'apparentent peut-être à ceux de l'adulte. Et donc, je pense que... Ça va devoir parler de ça. Les symptômes chez l'adulte... Chez l'adulte, les signes, il y a des signes communs. Il y a des signes communs, j'allais dire, chez l'enfant et chez l'adulte. Chez l'adulte, il faut rappeler qu'après une période d'incubation qui varie, l'incubation, c'est la période qui sépare la contamination à la première manifestation de la maladie. Donc, une période d'incubation qui varie de 2 jours à 10 jours. Et le patient ou le malade... le sujet va se plaindre de maux de tête, ce qu'on appelle céphalées. Ensuite, ces céphalées sont accompagnées de vomissements, le tout évoluant dans un contexte de corps chaud. Donc, il fait la fièvre. Donc, à la phase d'état, nous avons un trio symptomatique constitué de l'intensification des céphalées, donc les maux de tête qui deviennent violents. Donc, le patient ne supporte plus la vision donc, de la lumière. La vision de la lumière aggrave les céphalées. Donc, ça amène le patient à éviter de regarder la lumière. Donc, ces signes s'appellent photophobie dans notre jargon. Le bruit également augmente les céphalées. Donc, ça s'appelle phonophobie. Dans ce contexte, également, il y a les vomissements toujours. Le patient, souvent, a des difficultés à avoir des selles, ce qu'on appelle les constipations. Donc, sur le plan symptomatologique, il y a ces 3 signes qui constituent les trépieds méningitiques, donc, en cas de méningite. À l'examen clinique, maintenant, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Nous allons trouver qu'il y a une exagération de la sensibilité du patient, qui fait qu'il ne supporte pas le toucher. Lorsque vous voulez toucher le patient, il réagit. C'est comme s'il ressent de la douleur parce qu'il y a une exagération de la sensibilité de la patiente. L'examen va trouver une contracture manifestée par une raideur cervicale. Souvent, la tête est rejetée en arrière, les jambes sont fléchies, réalisant l'attitude que nous appelons l'attitude en chien de fusil. Donc, lorsque ces signes sont discrets, nous ne pouvons pas des manœuvres essayer de les retrouver. C'est ainsi, ces manœuvres ont été décrites par un certain Kerning et un certain Brzezinski.
quand c'est discret, par ces manœuvres, en tentant de faire une flexion de la nuque et une flexion des genoux qui nous permet de dire qu'il y a des signes méningés. Et le malade n'est pas capable de s'asseoir sans fléchir les genoux. Et toute tentative d'amener les membres inférieurs en extension vers la position perpendiculaire par rapport au plan du lit amène le patient à fléchir les genoux. Ça, ce sont des signes qui accompagnent donc les manifestations méningées. Et devant ce tableau, justement, donc, il faut rechercher d'autres signes, comme des signes de gravité, comme des saignements sous-cutanés que nous appelons des purpura. Leur présence, ce sont des signes de gravité. Autres éléments peuvent être retrouvés, les paralysies déjà d'un nerf. On peut avoir des troubles de la conscience déjà, pas toujours présentes, allant de l'omnibulation au coma. Donc, ces signes, la présence des signes qui évoluent dans un contexte infectieux avec une fièvre qui peut atteindre 40 degrés nous permet de penser à la méningite et cela nous impose une conduite à tenir, c'est de piquer dans ce fourreau que vous avez décrit à la définition, ce fourreau qui contient donc un liquide dans lequel nage le système nerveux central, la moelle et le cerveau, et la ponction va nous ramener un liquide dont l'analyse au laboratoire va nous permettre de dire quel est le germe en cause. Et l'aspect macroscopique déjà, si c'est du pus qui sort, nous savons déjà qu'il y a une atteinte de ces méninges. Voilà ce qu'on peut dire par rapport aux signes qu'on peut retrouver donc en cas de méningite chez l'adulte. Voilà. Dites-nous, docteur Kam, quels sont les facteurs de risque de la méningite? Okay, merci. Pour les facteurs de risque, on peut les scinder en facteurs liés à l'individu lui-même et les facteurs liés à l'environnement. Pour ce qui concerne l'individu, nous avons le facteur âge qui est important. Chez les nourrissons en dessous de 2 mois et de 2 ans plus tôt, nous avons beaucoup de risques à ce niveau-là du fait de la fragilité même du terrain. Nous avons également les adolescents et les adultes jeunes, donc en 18 et 24 ans qui sont exposés, et les personnes âgées du fait également de la diminution de leur défense globalement. Alors, ce qu'on peut ajouter pour les autres personnes qui sont concernées, c'est les personnes affaiblies sur le plan immunitaire, donc sur le plan de leur défense. Il s'agit de certains patients drépanocytaires, des patients diabétiques, des patients alcooliques. Donc, tous ces patients sont un peu à risque. L'autre élément qui est très important, c'est les patients porteurs d'une infection ORL ou maxillofaciale. Donc, les otites, les sinusites sont des patients à risque et ça, c'est des facteurs liés aux individus. Pour ce qui est de l'environnement, vous n'êtes pas sans savoir que dans nos pays, il y a des périodes de plus forte transmission. Donc, ici, par exemple, c'est la période de l'harmattan. Donc, quand il y a l'harmattan, ça constitue en fait une période de risque chez nous. Et le fait de vivre en milieu sur la ceinture méningétique dont vous avez parlé constitue en soi un facteur de risque environnemental. Au-delà de ça, il faut noter que la fumée de la cigarette, donc le fumeur et ses enfants sont exposés du fait de la fragilité que cela va induire sur la muqueuse respiratoire. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire comme facteur de risque. Professeur Savadogo, comment on est infecté? Comment ça se passe, le process? Ok, donc il faut distinguer les méningites primitives des méningites secondaires. Donc il y a des germes qui sont naturellement logés au niveau de l'oropharynx, la gorge, et tout ce qu'il y a au niveau de la sphère ORL. Donc il y a un taux de portage d'environ 15% lorsque vous faites une enquête communautaire dans la communauté. Donc pour des raisons pour le moment non élucidées, mais à la suite d'une fragilisation de la paroi de la muqueuse à ce niveau, ces germes étant déjà là, il s'agit souvent du méningocoque, il va passer dans le courant circulatoire, et à partir du courant circulatoire, il sera projeté jusqu'au niveau des méninges, où il va traverser la barrière hématoméningée et être responsable de tout ce qu'il y a comme cascade inflammatoire, responsable de processus inflammatoires. Ça, c'est les diagnostics, les méningites primitives. Il y a le gros lot des méningites secondaires. Secondaires à toutes les infections ORL, comme il a si bien dit, tout ce qu'il y a otite, tout ce qui est comme infection ORL, les otites moyennes aiguës ou chroniques, les sinusites ethmoïdales ou frontales, les mastoïdites, tout ce qu'il y a comme ostéomyélites qui sont dans ces environs peut être une situation, une circonstance où par contiguïté, il peut y avoir un passage de micro-organismes responsables qui va atteindre les méninges. Toutes les situations de traumatisme au niveau du crâne ou de la base du crâne, au niveau du rachis, peuvent être une occasion, une circonstance favorisant l'inoculation d'un germe
dans ce milieu qui est stérile. Toutes les situations où également il y a des malformations qui permettent souvent, qui favorisent justement donc le passage donc des germes dans ce milieu. Il s'agit souvent des méningocèles, exactement les fistules sacro-coccygiennes, par exemple, sont des situations qui favorisent justement l'inoculation de ces germes. Les infections également loco-régionales, au niveau intestinal, une pneumopathie mal traitée, une infection pleurale mal traitée, une endocardite, une infection au niveau du cœur, intestinale ou urogénitale, peut, si ce n'est pas bien traité ou traité en retard, le micro-organisme peut passer dans le courant circulatoire et être projeté secondairement au niveau de ces méninges. Et la dernière situation qui est rarissime grâce au progrès de la science, c'est en tout cas les facteurs liés aux interventions chirurgicales au niveau de la base du crâne, en neurochirurgie surtout. Exceptionnellement, il peut arriver qu'il y ait passage d'un germe au cours de l'intervention s'il y a une défaillance donc, dans le processus de prévention des infections. Voilà ce qu'on peut dire par rapport donc, l'infection, comment contracter donc, une méningite. Okay. Professeur Sanou, comment établit-on le diagnostic des méningites chez l'adulte? Merci. Je tiens tout d'abord à associer ma voix à mes prédécesseurs pour remercier la RTB pour parler d'un sujet d'importance qu'est la méningite, car c'est une affection grave et qui peut laisser aussi des séquelles tout à fait gravissimes lorsque le diagnostic n'est pas posé rapidement. Cela peut être fatal pour le malade. Nous disons donc que le diagnostic de la méningite se conjugue toujours en urgence. Et lorsque le liquide céphalo-rachidien, le liquide maintenant cérébrospinal, arrive au laboratoire, nous disons que nous laissons tout tomber pour nous occuper principalement de ce liquide-là, car lorsqu'il n'est pas traité rapidement, cela peut être vraiment préjudiciable pour le malade, pour le patient. Alors, donc, le laboratoire va jouer un rôle essentiel dans le diagnostic de l'infection, mais aussi pourra guider le traitement, pour donner un traitement approprié, mais aussi jouer un rôle essentiel dans la surveillance. Donc, lorsque nous recevons le liquide cérébrospinal au laboratoire, il y a l'examen macroscopique qui permet de voir un peu l'aspect de ce liquide, mais aussi l'examen microscopique qui va nous permettre de savoir quel est le germe, mais de façon grossière, qui se trouve, et aussi l'examen cytologique, l'examen donc des cellules. Cela va nous permettre déjà de donner des éléments d'orientation donc aux praticiens pour lui permettre de prendre déjà des mesures appropriées. Et cela, c'est en fonction du plateau technique. Cela peut se faire même déjà au niveau, j'allais dire, intermédiaire. Maintenant, au niveau supérieur, nous allons continuer ce diagnostic par la mise en culture ainsi que l'identification de l'agent causal et même continuer avec aussi l'antibiogramme qui pourra donc permettre de déterminer quel est effectivement l'antibiotique le plus efficace contre ce germe. Voilà. Docteur Kam, c'est le même processus chez l'enfant? Oui, alors au niveau pédiatrique et même ailleurs, pour ce qui concerne le diagnostic, comme le professeur l'a si bien dit, c'est un urgent diagnostic. Alors, tout retard à la prise en charge, en tout cas, peut être fatal pour aussi bien l'enfant que l'adulte. Donc, au niveau justement de la clinique, on se base sur les signes cliniques que l'enfant va présenter. Donc, c'est ces signes cliniques qui vont orienter le praticien. Mais avant ces signes cliniques, il y a le contexte épidémiologique qui oriente. Parce que, avant tout, le premier cas de méningite, pour le diagnostiquer, ce n'est pas toujours aussi évident. Donc, aujourd'hui, par exemple, dans n'importe quel centre de santé, si un enfant arrive avec des signes qui font penser à la méningite, l'agent de santé y pensera assez rapidement, ce qui est important. Donc, au-delà du contexte épidémiologique et des signes cliniques, il y a cette PL qui est faite et qui est le geste important lorsqu'on suspecte une méningite. Et donc,
déjà, sur le plan macroscopique, l'agent de santé qui fait l'APL, il regarde l'aspect du liquide qui sort, il regarde la tension de ce liquide-là, donc c'est un liquide qui sort avec suffisamment de violence, et puis l'aspect peut être un peu purulent ou trouble, et donc ça peut l'orienter vers une méningite bactérienne et déjà l'amener à commencer un traitement avant que les laboratoires ne viennent l'orienter de façon plus précise. Revenons encore au laboratoire, professeur Sanou. Quel est le rôle du laboratoire dans la confirmation? C'est vrai que vous avez dit le diagnostic est là, mais la confirmation du diagnostic, quel est le rôle du laboratoire? Effectivement, le laboratoire va jouer aussi un rôle important dans la confirmation du diagnostic parce qu'au niveau national, par exemple au niveau du laboratoire du CHU pédiatrique Charles de Gaulle, qui est un laboratoire de référence, en plus de la bactériologie classique dont nous disposons, nous avons aussi des techniques modernes de biologie moléculaire qui permettent donc d'affiner encore le diagnostic. Et cela est vraiment important parce que nous allons aller plus en profondeur, non seulement pour dire quel est l'agent, puisque nous avons 3 agents qui sont généralement responsables de méningite. Il s'agit du méningocoque, qui est notre streptocoque et qui est notre Neisseria meningitidis, mais il y a aussi le pneumocoque, Streptococcus pneumoniae, et aussi l'Haemophilus influenzae. Donc ce sont ces 3 germes qui sont les plus souvent rencontrés dans les cas de méningite. Le laboratoire, au niveau du diagnostic moléculaire, pourra aller plus au-delà de cela et nous permettre de donner avec précision les sérogroupes ou les sérotypes, ce qui va donc permettre de savoir quel est l'agent pathogène en question. Et c'est ça aussi le rôle du laboratoire, surtout dans le cadre de la surveillance et dans le cas que nous avons vécu tout dernièrement à Botou, une équipe est partie sur place. Nous avons pu donc faire le diagnostic et identifier l'agent qui était responsable, le sérogroupe responsable, et cela va permettre au niveau national donc de prendre les dispositions nécessaires. Donc le laboratoire joue aussi un rôle important dans la surveillance parce que les premiers cas vont être confirmés et pourra permettre donc à l'autorité de prendre tout ce qu'ils font, donc les dispositions nécessaires pour faire la vaccination. Et nous avons eu affaire à un sérogroupe C, donc, et c'est ça qui nous a permis d'entamer la vaccination pour circonscrire donc, le problème au niveau de Botou. Le ministère de la Santé dispose d'un réseau de surveillance de la méningite qui part du CSPS au cabinet du ministre en passant par des districts sanitaires. Ce réseau permet de recenser les données sur le nombre de cas et aussi d'interpeller sur les situations d'alerte ou d'épidémie de méningite. En mi-mars, le réseau de surveillance a enregistré 818 cas suspects de méningite dans tout le Burkina Faso, avec malheureusement 49 décès. Diloma Ismaël Sirima. Lorsqu'un cas suspect de méningite survient, toute la chaîne du ministère de la Santé se met à la surveillance. Les CSPS et autres formations sanitaires privées ou confessionnelles sont chargées de collecter les informations et de les transmettre au district sanitaire. Du district sanitaire, les informations vont remonter en moins d'une semaine jusqu'au cabinet du ministre. Et c'est de là qu'on définit s'il s'agit d'une alerte ou d'une épidémie de méningite. On dit qu'un district ou une zone de surveillance est en alerte lorsque ce district-là ou cette zone de surveillance qui a une population entre 30 000 et 100 000 habitants a eu enregistré dans la semaine 3 cas pour les 100 000 habitants. Et on dit que cette zone ou ce district est en épidémie lorsqu'il a enregistré 10 cas, c'est des cas suspects, 10 cas suspects pour 100 000 habitants. En 2019, des cas suspects ont été relevés dans toutes les 13 régions du Burkina. Mais seules les régions de l'Est et du Sud-Ouest ont été placées en alerte. Et quant à l'épidémie, elle a concerné qu'un seul district sanitaire sur les 70 que compte le Burkina. C'est plus spécifiquement le district sanitaire de Diapara qui a connu à la fin du mois de janvier une épidémie de méningite au niveau d'une de ces zones de surveillance. Parce que le district sanitaire de Diapara est subdivisé du moins en 4 zones de surveillance. Et c'est au niveau de la zone de surveillance numéro 1 qu'une épidémie est survenue. Pour ce qui concerne les autres régions, le ministère de la Santé parle de cas isolés, ce qui ne permet pas de qualifier d'alerte ou d'épidémie.
Nous avons enregistré un total cumulé de la semaine 1 à la semaine 10, un total cumulé de 818 cas suspects de méningite de la semaine numéro 1 à la semaine 10 de l'année 2019, avec une létalité de 6%, ça veut dire 49 décès, une létalité de 6% sur cette période pour l'ensemble du pays. Ces chiffres datent de la semaine 10 de l'année 2019. Juste 7 jours après, les cas suspects ont connu une augmentation de plus de 100 cas sur toute l'étendue du territoire, avec 6 décès en plus. D'où un plan de vaccination pour prévenir le méningocoque de type C qui sévit dans la zone de Diapaga. Cette campagne de vaccination va démarrer le 29 mars et devrait toucher 300 000 personnes. Ce plan de riposte fait de préparation et de riposte à une épidémie de méningite au Burkina 2019 fait environ 2,68 milliards. Et ces 2,68 milliards sont répartis sur les 3 phases. La phase pré-épidémique, la phase épidémique et la phase post-épidémique. Pour ce qui concerne la région du sud-ouest, c'est le pneumocoque qui est la cause de la méningite dans cette localité. Et pour l'heure, aucune campagne de vaccination n'est programmée dans cette région. Docteur Ouédraogo, à ce jour, quels sont les chiffres, les victimes de la méningite? Alors, la semaine numéro 11, qui a pris fin le 17 mars dernier, nous avons 933 cas de méningite et 55 décès, ce qui nous fait un taux de létalité de 5,6% et qui est vraiment maîtrisé puisque un taux de moins de 10%, c'est ce qui est recommandé par l'OMS, donc ce qui est fait déjà, c'est dans le bon sens. Dans le cadre de la lutte contre la méningite, les acteurs s'appuient beaucoup sur le laboratoire bactériologique et biomédical du CHU pédiatrique Charles de Gaulle. Après les prélèvements dans les formations sanitaires, les travaux du laboratoire indiquent avec précision le type du germe. Après cette identification du germe causal, le laboratoire procède à la recherche du traitement le plus efficace. La contribution du laboratoire du CHU pédiatrique Charles de Gaulle dans la surveillance de la méningite dans ce reportage signé Ismaël Diloma Sirima. Après la découverte des premiers cas suspects de méningite, les agents de santé procèdent à des prélèvements qui sont directement envoyés dans des laboratoires comme celui du CHU Charles de Gaulle. Ici, nous sommes dans l'unité de bactériologie et il est question de trouver le germe fautif de la méningite dans les prélèvements reçus. En ce qui concerne l'identification bactériologique, nous mettons en culture les échantillons. Après croissance, nous identifions les germes responsables de la méningite et nous réalisons les tests de sensibilité aux antibiotiques, communément appelés l'antibiogramme. Le laboratoire du CHU Charles de Gaulle dispose également d'une unité de biologie moléculaire. À ce niveau, on se charge de confirmer ou d'infirmer les résultats de l'unité bactériologique ou de retrouver les germes qui auraient échappé à l'unité bactériologique. Et tous ces résultats, pour les valider, nous utilisons des contrôles. Sont là les contrôles positifs et même les contrôles négatifs. Et pour valider un résultat, il faut d'abord que le contrôle positif soit positif et que le contrôle négatif soit négatif. Lorsque le germe est connu, le laboratoire du CHU Charles de Gaulle procède à d'autres tests pour identifier les médicaments capables de neutraliser le germe mis en cause. Les différents types de méningoses que nous avons eu à isoler récemment, surtout de la région de Diapaga, et tous étaient sensibles aux antibiotiques préconisés par l'OMS. Il n'y a pas eu de germe qui résiste à ces molécules-là. Et puis il faut dire aussi que la ceftriaxone, qui est une céphalosporine de 3e génération, a été vraiment disponibilisée auprès des différentes structures de santé pour la prise en charge des cas de méningite qui surviendront. Au Burkina Faso, ce sont principalement 3 types de germes de méningite qui font rage. Il s'agit du méningocoque, du pneumocoque et de l'hémophilus influenzae. Chaque type a ses variantes et cette réalité crée souvent des incompréhensions. Parce qu'il y a des personnes qui se vaccinent contre une des variantes, mais qui contractent néanmoins la méningite.
On vous a vacciné contre le A, mais vous pouvez faire la méningite contre le C, contre le W, contre le X, contre le Y. Vous voyez. Donc, un vaccin qui va regrouper les 5 sérogroupes vous protège contre ces 5 sérogroupes. D'autant plus que ce sont ces 5 sérogroupes qui sont les plus fréquemment isolés, rencontrés donc dans les pays de la ceinture. Ce vaccin qualifié de pentavalent prend en charge 5 types de germes de la méningite. Cependant, il ne sera pas disponible en cette période de méningite. La région du sud-ouest est en situation d'alerte de méningite. Cette région comprend 4 districts, à savoir Gawa, Dano, Diebougou et Batié. À la date du 20 mars 2019, 193 cas suspects, dont 40 confirmés, ont été enregistrés. La maladie touche toutes les tranches d'âge avec malheureusement des cas de décès. Mais pour les autorités sanitaires, la situation est sous contrôle. Issaka Zabré, Adi Sandamba et Lazare Pouya. C'est depuis le 31 décembre 2018 que la région du sud-ouest a enregistré son premier cas de méningite dans le centre hospitalier régional de Gawa. Puis, 2 autres districts sanitaires, à savoir Dano et Batié, ont alors enregistré leur cas de méningite. À la date du 20 mars 2019, ce sont 4 districts sanitaires, Gawa, Dano, Diebougou et Batié, qui sont en situation d'alerte. La région du sud-ouest a enregistré jusqu'à la date ci-dessus mentionnée 193 cas suspects, dont 40 cas confirmés et malheureusement 15 décès. Au dit des spécialistes de la santé de la région du sud-ouest, c'est le virus du pneumocoque de la méningite qui circule dans la région du sud-ouest. La situation donc, des cas notifiés de méningite remonte donc, au total autour de 193 cas. Mais tous ces cas ne sont pas des cas confirmés. Parce que pour parler de méningite, quand le malade se présente, on essaie d'identifier un certain nombre de symptômes pour faire penser à la méningite. Donc, les cas notifiés, c'est-à-dire les gens qui ont présenté des tableaux cliniques qui ressemblent à la méningite, on est au total à 193 cas. Maintenant, parmi ces 193 cas, il y a 191 cas qui ont pu bénéficier donc d'un prélèvement du liquide céphalorachidien, ce qu'on appelle, on pique au niveau du dos pour enlever le liquide. C'est ça qui permet d'examiner et de s'assurer qu'il y a un germe qui est responsable de cette maladie. Et il y a une quarantaine où on a trouvé des germes. Donc ces cas permettent de dire que ces personnes-là souffrent de méningite. À la date du 20 mars 2019, tous les districts sanitaires de la région du sud-ouest ont déjà notifié des cas de méningite. Les premiers districts qui ont tiré donc la sonnette d'alarme, c'est le district de Gawa et le district de Dano. Non seulement c'est les districts qui ont les plus grosses populations, et ils ont pu notifier des cas les plus tôt possible. Voilà, donc il faut dire que les premiers cas ont été notifiés le 31 décembre 2018, et bien sûr déclarés donc en janvier. Alors ces 2 cas qui ont été notifiés au niveau du centre régional par les agents de santé provenaient donc de l'aire sanitaire de Gawa et de l'aire sanitaire de Dano. Toutes les tranches d'âge sont aujourd'hui concernées par la méningite, mais les plus touchés sont malheureusement les petits de 0 à 5 ans. À la date d'aujourd'hui, nous avons près de 75 cas suspects de méningite dans tous les chercheurs, avec 67 cas en pédiatrie. Voilà. Et avec 4 décès. Il faut le souligner en passant que nous accompagnons, nous sommes aux côtés de la direction régionale aussi de la santé dans la lutte aussi contre ces maladies évitables par la vaccination. Fort heureusement, la région n'est pas en épidémie de méningite, comme le confirme le directeur régional de la santé du Sud-Ouest. Actuellement, je peux dire que la maladie est toujours au stade d'alerte. Nous avons donc, pour pouvoir parler donc d'épidémie, comme souvent les gens aiment le dire, nous ne sommes pas encore en épidémie. Il y a des étapes. Voilà, c'est-à-dire on peut notifier des cas. Ensuite, il y a des chiffres à partir desquels, en fonction de ta taille de population, on définit un seuil. Si tu atteins ce seuil-là, on dit, chez toi là, il faut faire attention. Donc, actuellement, les districts donc, de Gawa, de Dano, Diebougou et Batié sont entrés donc, en alerte. C'est-à-dire qu'ils ont atteint les seuils. Il faut être très vigilant.
Voilà. Mais les districts de Kamti également ont notifié des cas. Deux difficultés majeures sont enregistrées au niveau des formations sanitaires. La difficulté que nous rencontrons aussi, c'est le retard de consultation. Ça, c'est vraiment un point sur lequel on va insister parce que pour ne pas avoir des complications de la méningite, il faut que la méningite aussi soit traitée très tôt. Il y a aussi l'utilisation d'antibiotiques à dose insuffisante pour d'autres maladies, or ils sont sur un terrain de méningite. Pour le moment, vous voyez qu'on n'a pas encore arrivé à cerner quel est le germe qui est à l'origine. Vous avez dû voir qu'il y a Diapara par exemple. On a pu savoir parmi le nombre de cas enregistrés, il y a un germe prédominant qui est à l'origine. Donc, à ce temps, on peut organiser une vaccination réactive pour limiter la propagation donc, de l'épidémie. Alors qu'à notre niveau, nous sommes en alerte. Donc, pour le moment, on ne peut pas commander un vaccin. Humidifier les narines des enfants, porter des cache-nez sont entre autres conseils prodigués par les agents de santé. Les conseils que nous pouvons donner, c'est vraiment l'hygiène, l'asepsie à ce niveau, en attendant qu'ils puissent sortir de cette période de néonatologie. La prise en charge des cas de méningite est gratuite et il appartient à la population d'aller dans les formations sanitaires les plus proches en cas de besoin. Retour donc sur ce plateau avec nos invités. Professeur Sanou, y a-t-il un lien entre la virulence de la maladie et l'agent causal? Merci. Effectivement, il y a un lien entre la virulence et l'agent causal parce que, comme nous l'avons dit dès le départ, il y a au Burkina, pour les méningites bactériennes aiguës, essentiellement 3 germes qui sont le plus souvent responsables. Il s'agit du pneumocoque, du méningocoque et aussi de l'hémophilus influenzae, surtout chez les enfants. Parmi ces 3, le pneumocoque est l'agent le plus virulent. Virulent à cause surtout de sa capsule. C'est une bactérie capsulée et cette capsule-là est à l'origine de la virulence. Et c'est ce qui aussi explique que très souvent, dans les cas d'infection à pneumocoque, il y a beaucoup de résistance aux antibiotiques et il y a aussi donc beaucoup de séquelles, même lorsque le malade est guéri. Donc séquelles à type de surdité, séquelles à type donc, de déficience intellectuelle. Donc il y a effectivement un lien entre la bactérie et la maladie. Professeur Savadou, la méningite est-elle contagieuse? Il y a des formes contagieuses comme les méningites dues à Neisseria meningitidis, comme notre maître le professeur Ouedraogo parlait tantôt, dont les plus responsables c'est le Neisseria de sérogroupe A, le B, le C, le X, le Y et le W qui ont été déjà responsables d'épidémies. Ce sont généralement des germes qui sont des germes de portage oropharyngé qui peut contaminer, si le sujet est malade, le patient est malade, il peut contaminer un sujet sain lorsque ce dernier reste pendant longtemps à côté, au cours donc d'une toux, ou bien si le malade éternue, il peut donc émettre les gouttelettes contenant ces bactéries et par la même circonstance, le sujet sain peut contracter la maladie. Et si son système immunitaire, donc le système de défense de l'organisme, que nous appelons le système immunitaire, n'est pas en tout cas n'est pas efficace, il peut effectivement évoluer donc vers la maladie méningite. Donc, il y a des formes contagieuses, surtout donc du Neisseria meningitidis, qui donnent des méningites épidémiques. Les germes qui sont mis en cause, que ce soit dans le sud-ouest et à l'est, est-ce que c'est des formes contagieuses? À l'est, c'est une forme contagieuse. Au sud-ouest? Au sud-ouest, elle est moins contagieuse. Voilà. Mais c'est surtout les Neisseria. On parle aussi de la méningite foudroyante. Qu'est-ce que c'est? C'est des formes cliniques de méningite dues à Neisseria qui donnent des formes rapidement évolutives avec des défaillances cardiaques et respiratoires et pouvant conduire vers la mort. C'est sûrement une forme clinique suffisamment grave et souvent mortelle. Voilà, donc c'est une forme qui évolue vers le décès souvent. Est-ce que la méningite, il y a une différence entre les manifestations de méningite chez le grand et l'enfant? Est-ce qu'il y a une différence entre les manifestations? Souvent, il y a une petite différence, mais il y a beaucoup de signes qui se ressemblent.
Le pédiatre disait tantôt qu'à la place de la raideur de la nuque chez le tout petit, on peut avoir une nuque qui est molle. Tout à fait le contraire. Chez l'enfant, devant des pleurs incessants, dans un contexte de fièvre, souvent, lorsque nous sommes à la période dite saison épidémique, comme cette période où il y a l'harmattan, on a la main facile par rapport à la ponction lombaire dont il parlait tantôt, parce que ça peut être une méningite. Et chez l'adulte, il n'y a pas de fontanelle, et chez l'enfant, il y a une fontanelle qu'on peut palper, trouver que c'est bombé parce que les liquides à l'intérieur est sous pression, parce qu'il y a une infection. Donc ce sont ces petites différences qui sont là, mais il y a beaucoup de similitudes. Docteur Kam, la méningite purulente du nourrisson, est-ce que cela est fréquent? Quelles sont les chances de survie? Ok, merci. Alors, la méningite purulente, entendons par là la méningite bactérienne globalement. Alors, pour ce qui concerne la méningite purulente du nourrisson, c'est une pathologie qui était très fréquente dans notre contexte, surtout avant 2006, liée à l'hémophilus influenzae. Depuis 2006, il y a eu l'introduction du vaccin contre l'hémophilus qui a fait qu'actuellement, dans l'épidémiologie dans notre pays, il y a très peu de méningites liées à l'hémophilus influenzae. Mais ce qui est important de retenir par rapport aux nourrissons, ce qui est important, c'est retenir le terrain de fragilité qui fait que la survenue de la méningite chez cet enfant est d'emblée une méningite grave. Docteur Ouedraogo, nous connaissons les périodes d'épidémie de méningite. Qu'est-ce que le ministère fait pour anticiper? Qu'est-ce qui est prévu? Oui, effectivement, c'est connu. Chaque année, à partir de décembre jusqu'au mois de la saison des pluies, il y a l'harmattan qui souffle. Et c'est en ce moment que nous avons le maximum de cas que nous allons recenser dans les fonds sanitaires. Et chaque année, au 4e trimestre, nous travaillons à élaborer un plan de préparation et de riposte à une éventuelle épidémie de méningite de l'année suivante. Cette année, c'est en décembre 2019 que ce plan a été adopté en Conseil des ministres. Et ce plan fait en sorte que nous menons des actions en se disant qu'il faut se préparer pour faire face à l'épidémie. Cela, comme action, entre autres, c'est faire en sorte que l'on puisse acquérir des médicaments que nous allons prépositionner dans les régions jusqu'aux les fonds de santé les plus reculés pour faire en sorte que s'il y a des cas de maladies à potentiel épidémique telles que la méningite qui se présentent, que l'on puisse prendre en charge gratuitement les cas. Nous faisons en sorte aussi qu'on fasse des activités de plaidoyer auprès des autorités administratives, qui sont les gouverneurs, les hauts-commissaires, mais aussi les leaders locaux, tous ceux qui sont des personnes influentes dans la communauté, pour que ces personnes puissent comprendre davantage qu'est-ce que la méningite et comment il faut s'y prendre quand on a des situations de suspicion des cas de méningite. Et nous travaillons à faire en sorte qu'il y ait des encarts dans les journaux, qu'il y ait des bandes défilantes au niveau des stations de télévision, mais aussi on travaille à ce que l'on rappelle aux agents de santé quels sont les signes, les symptômes, comment faire le diagnostic facilement de la méningite, comment prendre en charge correctement les cas, et aussi au laboratoire, renforcer les capacités à pouvoir diagnostiquer les cas, le transport, et ainsi que faire en sorte que ces éléments arrivent à temps pour qu'on puisse avoir la situation rapidement. Et il faut dire qu'au-delà de cela, même les hommes de médias, ce qu'on a fait tantôt ce matin, on les rencontre pour qu'ils soient aussi capacités sur la question pour faire face. Comment se fait la prise en charge de la méningite, professeur Savadogo? Comme on l'a dit au départ, la méningite, surtout celle d'origine bactérienne, constitue une urgence médicale, aussi bien sur le plan du diagnostic que de la prise en charge. Donc il faut rapidement poser le diagnostic, démarrer l'antibiothérapie pour espérer un bon pronostic. Donc, naturellement, lorsqu'on parle de la méningite d'une manière générale, comme j'ai dit au début, il est comment? Il est étiologique, pour ceux qui ont des traitements étiologiques. Les méningites bactériennes, on a recours aux antibiotiques. Par contre, les méningites virales n'ont pas toutes donc, un traitement étiologique. Voilà. Il n'y a que l'herpès qui a un traitement, la méningoencéphalite herpétique, qui a un antiviral. La méningite parasitaire, on a les antiparasitaires, il faut les déparasitaires, comment on appelle ça encore? Les antimycosiques pour traiter donc les méningites d'origine mycosique, dues aux levures, et donc les antiparasitaires, justement pour donc, les méningites d'origine parasitaire. Voilà. Donc, entre donc
la suite, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'après le traitement étiologique, comme on a décrit, pour ceux qui en ont, il y a le traitement adjuvant toujours. Lorsque la porte d'entrée, c'est une otite, il faut naturellement traiter l'otite. Lorsque la porte d'entrée est une pneumopathie, il faut en même temps traiter la porte d'entrée. Lorsque la porte d'entrée est digestive ou urinaire, il faut toujours faire un traitement de la porte d'entrée potentielle. Docteur Kam, quelles peuvent être les complications de la méningite? Ok, merci. Les complications de la méningite font le lit de la mortalité de la méningite. Donc, nous avons des complications liées à la présence du germe. Donc, ce qui se passe au niveau local et sur place, c'est ce que l'on rencontre lorsqu'il y a un envahissement du cerveau lui-même par les germes. Donc, une réaction va se produire pour faire ce qu'on appelle l'encéphalite, ce qui va se manifester par des convulsions chez l'enfant et des troubles de la conscience à type d'omnibulation et également de coma. Nous avons des complications liées, comme je disais, à la présence des germes, dont des abcès peuvent se former au niveau du cerveau qui peuvent compliquer la prise en charge de cet enfant. Alors, en dehors de ce qui se passe localement, il y a des envahissements à distance qui peuvent se faire avec une dissémination des germes au niveau de tout l'organisme, ce qui va entraîner un tableau de choc septique qui peut être dangereux. Et c'est souvent à ces occasions que nous avons la complication la plus redoutée, que nous appelons le purpura fulminens, qui en tout cas nous met devant une méningite grave. Alors, à long terme, nous allons avoir des situations séquelaires qui peuvent être plus ou moins lourdes selon le germe. Et dans ces séquelles, ça arrive pratiquement dans 30% des cas de méningite. Nous avons des séquelles sensorielles à type de cécité, de surdité. Nous avons des difficultés de l'apprentissage qui peuvent arriver. Nous avons des paralysies qui peuvent se présenter. Nous avons même des situations de gangrène où on est obligé de faire des amputations. Sachez également que le décès globalement, même lorsque c'est bien traité, peut atteindre quand même 10% des cas. 10% de décès. Découvrons à présent les questions des téléspectateurs. C'est avec Viviane Tiendre-Burgo. Alors, pour le moment, c'est uniquement un public masculin qui a réagi pour poser des questions. Monsieur Seydou Tchombianou nous a appelé de Fada. Il a écouté le professeur Sawadgo parler des différents types de méningite au Burkina Faso. Sa première question, c'est quel germe sévit actuellement à Diapaga et dans tout l'est du Burkina? Et son autre question, c'est est-ce que toutes les méningites se manifestent de la même manière? Il a également entendu que la consommation de mangue crue, c'est ce qui se dit dans les villages et dans les différentes localités, enfin dans plusieurs localités. Il a entendu que la consommation de mangue crue donne la méningite. Est-ce que vous confirmez ou vous infirmez cette affirmation-là? Qu'est-ce que vous dites en fait? Monsieur Maurice Sanou nous suit à Bobo du Lasso. Lui se demande s'il n'y a pas un manque de prévision qui fait qu'on ne prévient pas ces maladies cycliques-là en procédant à une vaccination avant les périodes où la méningite et les autres maladies contagieuses comme la rougeole apparaissent. Pourquoi ne pas systématiser la vaccination? Sur le même ordre d'idée, M. François Ilboudo, qui nous suit à Ouaga, se demande s'il n'y a pas une question de manque de compétences. Il pose la question au regard du fait qu'on attend chaque fois qu'il y ait des malades et des morts avant de réagir. Pourquoi ne pas mettre l'accent sur la prévention puisqu'on est dans une zone où la méningite sévit chaque fois? Monsieur Nyambré Bourema à Ouargaï constate que chaque année, on parle de méningite, mais avec des souches différentes presque chaque fois. Comment est-ce que vous expliquez ces changements de souches chaque fois qu'il y a des épidémies de méningite? Il a également entendu dire qu'il y a des faux vaccins qui circulent dans certains pays voisins. Est-ce que vous en êtes informé? Si oui, qu'est-ce que l'État a pris comme disposition pour empêcher que ces faux vaccins n'entrent au Burkina Faso? Monsieur Yamba Kombari suit l'émission à Samba.
Il se demande s'il n'est pas mieux de prévenir que de guérir. Son autre question, c'est est-ce que la vaccination est utile pour un malade qui est déjà hospitalisé? Monsieur Seydou Traoré nous a appelé de Ouagadougou. Il suit l'émission et il a remarqué qu'il y a eu une cartographie qui a été présentée. Est-ce que cette cartographie-là répertorie les noms des villages où sévit la méningite? Il dit qu'il a vu par exemple le nom de Karangasso-Sambla. Est-ce que la localité est touchée? Et si oui, qu'est-ce que les fils de la région, qu'est-ce que tout le monde peut faire pour sensibiliser et lutter contre la méningite? Monsieur Amadou Sourabié, lui, nous a appelé de Banfoura. Il a entendu dans l'émission que la sinusite chronique peut être un facteur de risque. Pour ceux qui en souffrent, quelles sont les précautions que vous conseillez? Qu'est-ce qu'ils doivent prendre comme mesure pour éviter d'être touchés par la méningite? C'est tout pour la première partie des questions des téléspectateurs. Professeur Savadogo, vous avez parlé de différents types de méningite au Burkina. Quels germes, c'est vrai que vous avez déjà, comme on dit que la répétition est pédagogique, j'avais déjà posé la question, quels germes sévit actuellement dans l'Est et est-ce que toutes les méningites se manifestent de la même manière? Merci, ça me permet de revenir pour dire après, à la suite du professeur Sanou, que le germe isolé à Diapara, précisément dans la zone de Boutou, qui a fait l'objet d'une riposte vaccinale, est donc une souche donc, de Neisseria meningitidis de sérogroupe C. Donc on a dû vacciner la jaune avec le tétravalent qui comporte la valence C. Voilà. Donc est-ce que toutes les méningites ont les mêmes manifestations? Et pas totalement la même. Les méningites bactériennes sont les plus graves. Donc le début souvent est brutal et aigu, contrairement aux méningites d'origine virale où l'évolution est subaiguë. Les méningites mycosiques également. Donc c'est pas totalement. On a les signes, mais d'intensité variable d'une étiologie à l'autre. Voilà. Les mangues donnent-elles donc les méningites? Donc c'est. Les mangues, non mieux. Voilà. Donc il y a donc les mangues. Dans la communauté effectivement c'est répandu, mais il faut reconnaître que lorsqu'on a parlé donc des portes d'entrée donc des méningites, il y a les foyers digestifs aussi. À partir d'une infection, vous avez consommé une mangue sans laver, s'il y a le germe là-dessus, bien sûr que vous avez transformé le germe au niveau intestinal qui par la suite peut, par rapport à après une situation particulière, une infection digestive, par la suite peut transiter au niveau de la circulation et atteindre les méninges. Voilà, donc ce n'est pas tant les mangues, c'est parce qu'il y a comme une coïncidence qu'il y a les mangues pendant la période où il y a les méningites, où il y a l'harmattan également. Donc ce n'est pas seulement les mangues, mais tous les fruits que vous allez consommer pendant la période, sans prendre des précautions, en lavant correctement, peut vous exposer à certaines formes de méningite. Voilà ce que je peux dire. Ok, docteur Ouedraogo, M. Sanou se demande s'il n'y a pas un manque de prévision au niveau du ministère, puisque ces maladies sont cycliques. Donc, est-ce qu'on ne peut pas procéder automatiquement des vaccinations pour empêcher ces périodes de maladies contagieuses qui apparaissent? La personne perd de la méningite et de la rougeur. Oui, merci bien. Alors, on ne peut pas systématiquement vacciner les populations. Alors, on vaccine en sachant quel est le germe en cause. Et si, bien sûr, le vaccin contre ce germe existe dans le commerce. Alors que tant qu'on n'a pas la situation épidémiologique qui évolue, chaque semaine que l'on surveille, et bien sûr avec les facteurs environnementaux que l'on ne pourrait contrôler, parce que l'harmattan souffle toujours. Dans le sens de M. Ilboudo, il faut attendre qu'il y ait des victimes. Pas du tout. Pour savoir. Pas du tout. Parce que de façon systématique, comme je le disais, à chaque saison épidémique, nous faisons en sorte qu'il y ait déjà une préparation des agents de santé sur le terrain pour les rappeler le réflexe de pouvoir faire le diagnostic comme il se doit. Et nous faisons en sorte qu'on prépositionne les médicaments comme il se doit. Et comme il y a une surveillance des cas que l'on recense
par semaine. S'il y a des situations de flambée dans une localité, nous faisons en sorte qu'on déploie des équipes pour pouvoir investiguer davantage et pouvoir orienter l'action à mener. Donc, c'est faire en sorte que pour plus d'efficience, on peut se mettre à vacciner systématiquement sans savoir quel est le germe qui va sévir cette année dans telle localité. Vous voyez que dans tout le Burkina, il y a deux types de germes qui émergent, mais ce n'est pas les mêmes types de germes dans ces deux localités qui émergent. Donc, il faut bien surveiller et c'est là qu'on met l'accent avec l'apport du laboratoire pour qu'on sache, dès qu'il y a une flambée de cas, quels sont les germes en cause pour qu'on puisse faire le nécessaire pour pouvoir contrecarrer la situation. Professeur Sano, ça c'est la question de M. Yamri Bourema. Pourquoi ces changements de souche? C'est différent parce que chaque année, vous avez dit les deux zones déjà touchées, les souches sont différentes, les germes sont différents. Pourquoi ces changements? Peut-être que c'est ça qui rend la prévention plus difficile. Effectivement, c'est ça qui rend la prévention plus difficile. Comme on le sait, on ne peut pas a priori savoir quelle est la souche à laquelle nous allons affaire l'année prochaine. Et nous avons, par exemple, aujourd'hui, ce que nous savons, nous avons eu un vaccin, le Menafric-Vac, qui a permis, depuis la mise en circulation donc, de ce vaccin, diminuer de façon, j'allais dire, quasi de façon drastique le méningo du sérogroupe A. Ça n'existe pratiquement plus. Donc nous sommes, j'allais dire, un peu à l'aise actuellement parce que c'était le germe qui était le plus redoutable. Et comme on le dit souvent, la nature a horreur du vide. Après le A, nous voyons que le C commence aussi à... Donc il faut que nous disposions aussi cette forme de vaccin conjugué comme le Menafric-Vac qui va nous permettre de circonscrire cela. Et je pense que nous sommes dans la bonne voie parce qu'il y a des perspectives pour ces vaccins-là. Alors, donc, on ne peut pas, c'est le fait qu'on ne puisse pas prévoir quel est le germe qui va être à l'origine de la prochaine, j'allais dire, épidémie qui pose tout le problème. Et c'est ça notre difficulté. Docteur Ouedraogo, il paraît qu'il y a des faux vaccins qui circulent dans certains pays voisins. Est-ce que vous avez l'information? Si oui, qu'est-ce que le ministère a pris comme disposition pour empêcher que ces vaccins n'envahissent notre pays? Effectivement, nous avons eu cette information à travers l'OMS pays qui nous a fait savoir qu'il y a un faux vaccin ACWY qui est même dit que c'est homologué par l'OMS sur la boîte, mais qu'il s'agit d'un faux vaccin. Alors, notre système de surveillance est fait en sorte qu'il y a une agence nationale de régulation pharmaceutique qui, son rôle est de s'assurer tout ce qui rentre comme médicament ou comme produit est quand même homologué et vraiment est officiel. Donc, cette agence fait le travail comme il se doit et jusqu'à présent, on n'a pas encore retrouvé dans la circulation au Burkina Faso ce type de vaccin. Docteur Kam, monsieur Kombari veut savoir si quelqu'un qui est déjà malade et hospitalisé, est-ce que le vaccin peut apporter quelque chose à la personne? Alors, je pense que de façon claire, c'est non. La vaccination est un moyen de prévention, donc on le fait avant de tomber malade. Quand on est malade, c'est le traitement rapide, urgent, et qui est important. Donc, il doit poursuivre son traitement. Docteur Ouedraogo, la cartographie, c'est vrai que nous avons suivi le reportage, c'est au niveau de votre service où on a présenté la cartographie. Il y a des noms de villages qui apparaissent, donc plus précisément Karangasso Vigé, Karangasso Sambla plutôt. Bon, la personne a dit Karangasso Sambla. Donc apparaît, est-ce que cette zone est touchée, cette localité est touchée? Alors, en fait, il s'agit de Karangasso Vigé, qui est un district de la région des Hauts-Bassins. Et la cartographie montre depuis la première semaine tous les districts qui ont connu des phases d'alerte. Et dès la deuxième semaine, c'est plutôt Kaya d'abord c'est d'abord Karangasso Vigé qui a présenté une alerte à la deuxième semaine. Mais la troisième semaine de l'année qui a suivi, ils n'ont plus eu suffisamment de cas pour avoir plus de 100 cas, 100 000 habitants en une semaine. Et dans la troisième semaine, c'est Kaya qui a pointé en alerte. Et après cela, Kaya aussi est ressorti, il n'y a plus d'alerte à Kaya aussi. Et c'est la zone de l'Est qui a pris à la cinquième semaine, jusqu'à ce jour,
avec également la zone du sud-ouest à partir de la 5e semaine. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment ceux qui sont la sensibilisation. Voilà, ceux qui suivent la radio, la télé ou lisent les journaux, où on fait passer les voies de transmission, les moyens de protection, c'est faire en sorte qu'ils puissent informer les proches, que ce soit dans la communauté, là où ils résident, pour que les gens puissent prendre des mesures pour éviter de s'exposer. Voilà. Sujet étant, nous avons pris position des médicaments dans les structures pour faire en sorte que les cas qui se présenteront, une fois que c'est confirmé, sont pris en charge gratuitement. Docteur Kam, en parlant de facteurs à risque, vous avez parlé de sinusite chronique. Pour ceux qui en souffrent, quelles précautions faut-il prendre pour éviter la méningite? Alors, merci. Les pathologies que les gens vivent, surtout au niveau ORL, au niveau maxillofacial, sont des pathologies qui doivent être prises au sérieux et être bien traitées. Certains peuvent avoir les sinusites ou les otites et ne pas développer de maladie, mais d'autres, par contre, peuvent le faire. Donc, d'avance, on ne sait pas qui peut le faire. Donc, du coup, quand vous avez des otites, vous avez des sinusites, il est important de contacter votre médecin traitant pour qu'un traitement conséquent puisse être fait. Il y a également, dans notre contexte, le cas banal des caries dentaires qui est très banalisé, mais ça peut être également une porte d'entrée et il faut faire prendre ça en charge. Merci. Quel est le pronostic vital des personnes souffrant de méningite, professeur Savado? Le pronostic, comme je disais tantôt, est dépendant de l'agent pathogène. Les méningites, comme je le disais tantôt, dues aux pneumocoques, Streptococcus pneumoniae, sont reconnus comme étant les plus redoutables. Même avec une prise en charge adéquate, souvent, on peut atteindre des létalités de près de plus de 50%. Donc, c'est les formes comateuses d'emblée qu'on rencontre souvent, qui évoluent rapidement vers la mort avant que, malheureusement, on puisse faire grand-chose. D'où l'intérêt, comme il a dit, de sensibiliser pour un recours rapide au niveau des formations sanitaires pour qu'on puisse effectivement empêcher l'évolution vers la mort. Il y a également les formes dues au cryptocoque, qui est un champion, qui survient souvent sur les patients immunodéprimés par le VIH, qui est aussi connu comme étant une méningite assez grave, qui peut conduire vers la mort si des dispositions ne sont pas prises. Donc ces deux formes sont redoutables. Quelles sont les mesures de prévention, docteur Kam? Alors, merci. Je crois que les mesures de prévention sont très importantes dans notre contexte. Vous vous rendez compte, on parle de certains germes qui n'ont pas de vaccin ou de vaccins qui ne sont pas pour l'instant disponibles. Donc, ces mesures peuvent être vues dans le sens collectif comme dans le sens individuel. Au niveau collectif, nous avons déjà un aspect qui se passe très bien, c'est la vaccination des enfants dans le cadre du programme élargi de vaccination. Alors, c'est très important que les parents suivent ces vaccinations parce qu'à 2 mois, 3 mois et 4 mois, vous avez des vaccins qui sont réalisés, parmi lesquels il y a des vaccins qui luttent contre la méningite, dont le pneumocoque, donc le pneumo 13, et le vaccin contre l'hémophilus influenzae. Donc, ça fait déjà 2 ennemis abattus. Ensuite, à 15 mois, il y a la méningite conjuguée A, donc le Menafrivac, dont le professeur parlait tout à l'heure, qui est impliqué. Donc, ça fait déjà des éléments importants qu'il faut que la population sache. Donc, le calendrier vaccinal doit être respecté. Ensuite, l'autre aspect lié à la collectivité, c'est peut-être les environnements confinés qu'il faut aérer, parce que plusieurs personnes dans un même environnement où des gens ont la pathologie peut poser problème. Donc, il vaut mieux aérer justement ces environnements. Donc, c'est les salles de classe, les crèches, etc. Il faut mieux les aérer. Au niveau individuel, nous avons parlé de ces infections ORL et maxillofaciales. Donc, quand vous avez une infection ORL, une otite, des sinusites, des caries dentaires, il faut faire prendre ça en charge pour éviter justement des complications. Vous avez également, dans notre contexte de travail, la protection des muqueuses qui paraît très important. C'est par là que les germes vont passer, surtout lorsque, avec l'harmattan, il y a une sécheresse des muqueuses qui peut craqueler, permettre en tout cas que les germes passent par là pour entrer. C'est pourquoi, dans notre contexte, il est usuel de conseiller, en tout cas, l'utilisation du beurre de karité. Donc, on peut fermer les narines également avec des caches. Et c'est l'occasion également d'encourager les jeunes à porter des casques carrément. Donc, ça peut aider. Alors,
Il y a également, de façon individuelle, ce que nous appelons l'antibioprophylaxie, qui n'est pas très utilisée, mais dans une famille, ce n'est pas indiqué à utiliser en masse du tout. C'est surtout indiqué parfois dans une famille nucléaire où un enfant là et puis les autres enfants étaient en contact de façon prolongée. On pourrait éventuellement, en tout cas, faire une antibioprophylaxie chez ces enfants. Professeur, Dr Ouedraogo, est-ce que les quantités de vaccins sont suffisantes pour les besoins de nos populations? Déjà qu'à l'Est, la flambée, l'épidémie qui est à l'Est, ce n'est pas le même germe qu'au Sud-Ouest. Est-ce qu'aujourd'hui, vous disposez de suffisamment de vaccination pour les besoins de nos populations? Oui. Alors, la démarche, c'est de faire en sorte qu'au chaque saison épidémique, qu'on ait un stock de vaccins de sécurité. Pour qu'avec les actions de surveillance, quand nous avons une zone qui est enflammée au marché des cas de méningite, qu'avec l'aide du laboratoire, on puisse situer de quel germe il s'agit. Et si ce germe est dans les types de vaccins qui sont disponibles, et nous faisons en sorte que ces vaccins soient disponibles déjà à un stock minimum, on peut réagir en vaccinant. Mais quand le germe n'a pas de vaccin disponible pour une vaccination de masse, on ne peut que surveiller en ce moment et faire en sorte que la prise en charge soit correcte et précoce afin d'éviter un taux de mortalité élevé. À présent, le deuxième lot de questions des téléspectateurs, c'est toujours avec Viviane Tiendrebego. Alors, Monsieur Maurice Sanou de Bobo-Dioulasso est revenu à la charge. Il dit que vos réponses ne l'ont pas convaincu. Qu'est-ce qu'il faut pour vaincre la méningite? Est-ce que c'est possible qu'à chaque fois, chaque année, il y ait des médicaments et des vaccins disponibles dans tout le pays, surtout pour les plus pauvres? Qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? Monsieur Nyambré Bourema également, il aimerait savoir pourquoi il y a des changements de souche. Est-ce que cela est naturel ou bien est-ce que c'est dû à des manipulations? Madame Dioma nous a appelé de l'AI. Les croyances populaires disent que si on fait une injection à quelqu'un qui souffre de méningite sans le savoir, la personne meurt. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Monsieur Jules Sanoussi Santé Magabobo Dioulasso, il a remarqué que les résultats des examens de ponction lombaire varient souvent d'un laboratoire à un autre. Un premier examen peut être négatif, par exemple, le second positif, et dans le laps de temps, c'est le malade qui souffre, et souvent quand le deuxième résultat arrive, c'est un peu tard. Dans ces circonstances-là, est-ce qu'il n'est pas mieux souvent d'anticiper en traitant la méningite pendant cette période-là chez les malades qui présentent à peu près des signes de méningite? Et son autre question, c'est quels sont les effets secondaires des traitements contre la méningite? Et si par hasard on administre un traitement contre la méningite à quelqu'un qui n'en souffre pas, quels sont les risques que la personne court pour sa santé? Madame Sawadogo Adori a remarqué que les personnes qui ont souffert de la méningite et qui ont été guéries souffrent souvent de problèmes de surdité, et ce problème-là est parfois associé à des troubles du langage. Et sa question, c'est est-ce qu'il y a un lien entre l'appareil auditif et l'appareil phonatoire? C'est tout pour les questions des téléspectateurs d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut pour vaincre la méningite? Oui, allez-y, docteur Ouedraogo. Alors, ce qu'il faut dire, je pense que de mémoire, il y a peut-être une dizaine d'années, on avait de grosses épidémies qu'on n'arrivait pas du tout à contrôler. Et le professeur Sanou disait tantôt que depuis 2010, nous avons eu à faire une campagne préventive avec MEN-A, c'est un vaccin conjugué avec le sérogroupe A. Et depuis lors, on n'a pu retrouver un seul méningo-sérogroupe A lors de notre surveillance, et des cas de méningite sont depuis 2010. On ne trouve pas. Donc la vaccination, l'avancée de la recherche permet en ce moment de pouvoir contrôler davantage. Et le PEV de routine a été renforcé parce que les germes qui sont en cause, s'il y a méningite, il y a bien sûr le méningocoque avec ses sérogroupes ACW100,
35 et Y, mais il y a également l'hémophilus influenza, il y a également le pneumocoque qu'on a cité, ce qui se passe au sud-ouest. Mais est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, parce que là-bas au sud-ouest, les vaccins de ce groupe-là coûtent excessivement cher? Oui, dans le commerce, sans passer par la vaccination de routine, le programme élargi de vaccination, ça coûte excessivement cher. Mais depuis 2006, on a également introduit dans la vaccination de routine chez les enfants à partir de... Ça, c'est chez les enfants, par exemple, chez l'adulte aujourd'hui, oui, qui a besoin de se faire vacciner. Alors, je préfère d'abord rassurer parce que la tranche de la population la plus vulnérable, ce sont les enfants. Et c'est ce que le pédiatre a rappelé. C'est également ceux-là qui meurent le plus quand ils sont infectés. Et on a travaillé, fait en sorte que les 2 dernières décennies, on a pu introduire ces vaccins dans le PEV de routine. Ce qui fait que drastiquement, les cas qui surviennent de façon cyclique ont diminué. Mais également, les enfants sont moins touchés. Et il faut conseiller les mères à envoyer les enfants dès la naissance, à partir du 2e mois, à faire les 3 doses, 2e mois, 3e mois, 4e mois. Là, on aura le HIB, mais également on aura aussi la PCV 13 contre le pneumocoque. Et au 15e mois, il y a également gratuitement le vaccin contre la méningite A pour les enfants de 15 mois. Donc, il faut faire le nécessaire d'abord à ce niveau, parce que c'est la tranche d'âge la plus vulnérable et qui fait que quand il y a épidémie, on a des situations difficiles à contrôler. Donc, il faut se dire que utilisons les moyens qui existent, parce que si on, en attendant, et heureusement la science avance et on arrive déjà à contrôler le sérogroupe A, il y a des vaccins qui, au départ, qui étaient des monosaccharidiques, c'est pour 3 ans valables. Mais actuellement, nous attendons aujourd'hui des vaccins qui arrivent pour la vaccination réactive à Diapaga. C'est des vaccins conjugués, tétravalents, et qui pourront avoir une immunité de plus de 5 ans. Et l'avantage de ces vaccins conjugués, en plus du fait qu'il va immuniser l'individu qui sera vacciné à partir d'1 an jusqu'à 29 ans, c'est la tranche d'âge la plus vulnérable quand il y a épidémie, on fera en sorte que le portage asymptomatique n'existera plus. C'est parce qu'il y a des gens qui le portent, les germes, quand on a des méningites primitives, quand il y a des situations de maladie favorables, avec effraction de la muqueuse nasale, qui fait que les gens sont contaminés. Donc, travaillons avec ce que la science nous donne et faisons en sorte que l'on puisse prendre les mesures préventives, comme l'a dit le pédiatre. Le fait d'humidifier les narines, de faire en sorte que l'on ne s'expose pas à l'harmattan, ce sont des moyens déjà pour pouvoir diminuer les risques de survenue de méningite. Je voudrais ajouter pour... à monsieur, donc, à l'endroit de M. Sanou, pour dire que ce n'est pas toutes les méningites quand même qui ont des vaccins. Parce que même si on trouve des vaccins contre les différents sérogroupes de Neisseria meningitidis, il reste les autres causes de méningites qui ne disposent pas toutes de vaccins. Les méningites d'origine virale, qui sont tellement nombreuses, d'origine parasitaire, d'origine mycosique, on n'a pas de vaccins. Donc même si on parvient à éradiquer entre griffes... Mais ces méningites ne sont pas aussi contagieuses voilà. comme Donc, que les méningites bactériennes. Bactériennes qui sont contagieuses, d'accord. Professeur Sanou, Monsieur Yamle voudrait savoir pourquoi il y a des changements de souche. C'est dû, est-ce un effet naturel, un phénomène naturel, ou alors c'est les manipulations dans vos différents laboratoires qui ont amené ce changement des souches? Je voulais dire qu'il n'y a pas véritablement de changement de souche. Il y a plusieurs souches, il y a plusieurs sérogroupes. Et pour un certain nombre de ces groupes, nous avons des vaccins. Pour d'autres, nous n'avons pas de vaccins. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous prenons le méningocoque. Il y a, par exemple, le sérogroupe X, pour lequel, jusqu'à présent, nous n'avons pas de vaccin. Donc, si vous avez une épidémie au X, vous allez avoir de sérieux problèmes parce qu'il n'y a pas de vaccin contre ce sérogroupe-là. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a de nouvelles souches, non, mais ce sont des souches qui existent, pour lesquelles il y a des vaccins et pour d'autres, il n'y a pas de vaccin. Il a parlé de variation aussi entre... Un autre qui a parlé de variation entre des résultats entre les laboratoires, entre les résultats du laboratoire. Est-ce qu'en entendant la confirmation ou l'information, est-ce que ce n'est pas mieux de prendre la personne en charge en traitant déjà la méningite pour ne pas perdre le patient? Oui, c'est pour cela, dès le départ, nous disons que par rapport à la méningite, le diagnostic, c'est toujours en urgence. C'est ce que nous faisons à priorité. Donc, le liquide cérébrospinal, c'est un liquide qui est en principe stérile. Ce n'est pas un lieu où il y a plusieurs germes qui se retrouvent. Donc, généralement,
lorsque ce liquide est infecté, au niveau du laboratoire, un simple coup d'œil au microscope permet donc de voir rapidement ce germe et pouvoir l'identifier. Mais qu'est-ce qui explique ces différences dans les résultats, tantôt positifs, tantôt Ces négatifs? différences dans les résultats peut-être peuvent s'expliquer, à mon avis, par le fait qu'il y a eu certainement un certain nombre de malades qui ne sont pas venus rapidement, qui ont fait des traitements peut-être à la maison, et peut-être ces traitements ont eu à décapiter les germes qui étaient réellement présents, et on n'a pas pu les mettre en évidence donc à temps. Ça aussi, c'est possible. Mais ce qu'il y a, c'est que le laboratoire de référence du CHU pédiatrique Charles de Gaulle, c'est un laboratoire aussi qui permet de contrôler, donc il y a un contrôle de qualité externe qui se fait au niveau des différents laboratoires spécifiques et périphériques qui doivent envoyer leurs résultats pour être confirmés au niveau du laboratoire de référence. Et ça permet donc de faire un contrôle de qualité pour ces laboratoires et aussi de corriger ceux qui vont passer à côté d'un certain nombre de résultats. Et c'est ça aussi le rôle du laboratoire de référence. Et en retour, nous aussi, en tant que laboratoire de référence, nous avons des contrôles de qualité externes avec le CDC d'Atlanta. Et nous le faisons assez régulièrement. Et jusqu'à présent, donc, il y a une bonne conformité entre ce que nous donnons comme résultat et le CDC d'Atlanta. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Il faut que, certainement, les techniciens soient mieux formés. Et c'est ce que nous nous attelons à faire. Et nous faisons le contrôle de qualité pour les laboratoires périphériques, en tant que laboratoire de référence. Professeur Savadogo, est-ce que quelqu'un qui ne souffre pas si on administre le traitement de la méningite à quelqu'un qui n'en souffre pas, qu'est-ce que cela peut avoir comme impact sur la santé? Et même quelqu'un qui souffre de méningite, est-ce que le traitement peut avoir un effet secondaire sur sa santé? Oui, je reviens sur la question de M. Dioma qui dit que lorsqu'on injecte un patient souffrant de méningite, l'injection, sans savoir qu'il souffre de la méningite, que la personne va mourir. Je pense que devant l'urgence dont je fais... Non, quelqu'un qui est malade, qui souffre de la méningite, oui. Quand on dit que si on fait une injection, que la personne qui souffre de la méningite peut mourir. Voilà, c'est pour rassurer la patiente qui n'en est rien. Et devant la gravité du tableau clinique de la méningite, c'est surtout des injections qu'il faut, que nous faisons même des injections directement en intraveineuse, avec des antibiotiques quand il s'agit de méningite bactérienne. Et c'est ça plutôt qui doit le sauver. Le problème peut-être c'est qu'ils sont venus tardivement, parce que ça n'a pas permis justement de pouvoir en tout cas récupérer, rattraper donc ce patient. Sinon c'est peut-être la gravité même du tableau clinique, comme on disait tantôt, le pneumocoque est responsable de formes très graves, même malgré une prise en charge correcte, peut évoluer vers les décès. Donc peut-être il s'agit de ce cas-là, sinon il n'en est rien. Au contraire, nous prenons des voies veineuses et nous faisons des traitements antibiotiques préférentiellement par voie intraveineuse, directement dans les veines. Voilà. Maintenant, si on reçoit des antibiotiques sans maladie, bon, c'est vraiment déconseillé. On ne sait pas dans quel contexte, pourquoi on va le faire. D'abord, c'est ma curiosité. Mais donc, c'est peut-être la personne peut soupçonner une méningite qui n'en est pas une et peut commencer le traitement. L'automédication, déjà, comme il l'a dit, c'est déconseillé et ça nous prédispose à fabriquer des germes qui vont devenir multirésistants. Et ça, c'est un problème de santé publique actuellement. L'automédication, particulièrement l'usage intempestif des antibiotiques, nous expose à des résistances vis-à-vis de ces molécules. Docteur Kam, des personnes qui ont souffert de la méningite, ça, c'est les effets secondaires, les séquelles. Donc, la personne dit que ces malades-là souffrent très souvent de problèmes de surdité et parfois associés à des troubles de langage. Est-ce qu'il y a un lien entre l'appareil auditif et l'appareil phonatoire? Ok, merci. Et juste peut-être avant pour assurer, et devant une suspicion de méningite, lorsqu'on fait une PL, les cliniciens n'attendent jamais les résultats pour commencer le traitement. Ça commence d'emblée. Donc, quand les résultats viennent, ça oriente et ça précise le traitement. Alors, il faut savoir, quand on parle de méningite, on parle de méninge, on parle de cerveau, et au niveau du cerveau, il y a les centres de tous ces appareils-là. Donc, si un des centres du sommeil est touché par la maladie, alors la conséquence, c'est que la personne peut ne pas entendre parce que justement le centre qui le guide ne marche plus, ou bien le centre du langage est atteint, donc la personne ne parlera plus. Donc, c'est lié directement à l'impact de la maladie sur le cerveau.
Professeur Salou, la vaccination protège-t-elle efficacement de toutes les méningites? Déjà, ceux qui ont des vaccins, parce que comme toutes les méningites n'ont pas de vaccin, oui. Les vaccins existants, est-ce que protègent efficacement les patients? Nous disons que les vaccins existants protègent efficacement. Le seul problème qui se pose, c'est qu'effectivement, il y a des sérogroupes qui n'ont pas de vaccin, et c'est ça le problème. Mais il faut savoir que de façon générale, on peut dire qu'il n'y a pas de vaccin efficace à 100%, parce que la vaccination aussi est liée à un certain nombre, donc, j'allais dire, de facteurs qui peuvent entraver l'efficacité de la vaccination. Il y a des facteurs même qui sont liés à l'individu. Il y a un certain nombre de vaccins, quand ce sont des vaccins vivants et que vous mettez à des gens qui sont déjà affaiblis, ça peut poser un certain nombre de problèmes. Donc, c'est ça qui sont, ou bien si le vaccin n'a pas été, j'allais dire, conservé dans les conditions idéales, là aussi ça peut poser un certain nombre de problèmes. On met de côté ces faux vaccins, puisqu'on se dit que ça, c'est des choses qui ne doivent pas rentrer, mais il faut savoir que pour les agents où il y a un vaccin, ce sont des vaccins efficaces, ce sont des vaccins qui ont été prouvés, et il faut que les gens puissent souvent respecter. Quel est le pourcentage de protection de ces vaccins? 90%, 95%? Je me dis que ce sont des pourcentages qui peuvent aller jusqu'à près de 95% et même au-delà. Voilà. Mais, comme je disais, il y a des facteurs liés à l'individu qui peuvent être préjudiciables, ou bien des facteurs liés au vaccin même lorsque ce n'est pas conservé dans les conditions. Et il faut que les gens aussi fassent régulièrement leur vaccination en respectant le calendrier de vaccination. Je crois que souvent, il y a ça aussi qui manque. Nous avons des vaccins comme, je le disais, le Menafrivac qui protège sur 10 ans, c'est bien, mais pour les vaccins polysaccharidiques qui font sur 3 ans, il faut que, à la limite, on puisse donc continuer à faire cette vaccination. Et je pense que souvent, certains oublient donc leur calendrier de renouveler. Peut-on dire aujourd'hui que l'épidémie de la méningite est sous contrôle, Dr Ouedraogo? Je dirais premièrement que notre système de surveillance, il veille et il détecte, donc il est efficace la surveillance. Nous faisons en sorte que le laboratoire puisse répondre aussi à son rôle de pouvoir identifier le germe en cause. Nous faisons en sorte aussi pour qu'on ait des vaccins et quand il faut vacciner, qu'on aille vacciner. Donc ce qui fait que nous pourrons le faire déjà pour Diapara dès la semaine prochaine. Donc pour nous, on arrive à contrôler toutes les situations de flambée de cas de méningite au Burkina. Des propos qui vont mettre fin à cette émission. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Bonsoir et à très bientôt pour un autre numéro de Santé Mag.